Debout. Dis à tout le monde ce que tu gagnes par an. Ma mère l'a dit avec un sourire, levant son champagne comme si elle allait me bénir. C'était son anniversaire. Son restaurant, sa table, ses 31 invités, et son toast était un ordre dirigé vers moi. Annoncer mon salaire à voix haute devant la salle. Les bougies de son gâteau brûlaient encore. La fourchette de quelqu'un s'est tue contre une assiette. Mes cousins me regardaient comme on regarde une voiture sur le point d'être remorquée. Je suis resté debout. Je n'ai pas cherché de chiffres. Mon frère a comblé le silence pour moi. Il s'est renversé en arrière, a fait tourner son vin et a souri à l'autre bout de la table. Ne t'inquiète pas, a-t-il dit. On a arrondi à la baisse. 31 personnes ont ri. Pas un rire nerveux, un rire confortable. Le genre de rire qu'une famille ne fait que lorsqu'elle s'est mise d'accord depuis longtemps sur qui est la cible de la plaisanterie. La chaleur est montée le long de mon cou. J'ai gardé les mains à plat sur la nappe pour que personne ne les voie. Puis j'ai fait la chose qu'ils n'attendent jamais de la cible. J'ai soulevé mon verre d'1 centimètre, j'ai remercié ma mère par son prénom pour le dîner. Et je suis allé jusqu'à l'avant pour payer l'addition entière, celle des 31, discrètement. Carte, signature, pourboire. Je pensais que c'était la pire partie de la soirée. Le gérant m'a attrapé le bras à la porte avant que je ne puisse l'atteindre. L'homme à la table 9, a-t-il dit à voix basse, en jetant un regard par-dessus son épaule. Il réserve cette table chaque année. Il l'a réservée. Paie pour la garder. Le même soir où votre mère fête son anniversaire. Depuis que je travaille ici. Il a hésité. Ce soir, il m'a demandé votre nom. J'ai regardé vers la table 9. Elle était déjà vide. Une serviette pliée, un verre d'eau plein. Une chaise rentrée comme si personne ne s'y était jamais assis. Je ne me souviens pas du trajet en voiture jusqu'à chez moi. Je me souviens du reçu dans la poche de mon manteau, encore chaud d'avoir été serré dans mon poing. Et du bruit de mon propre cœur dans mes oreilles, comme une main qui frappe à une porte. Personne n'allait ouvrir. Je me souviens d'être resté debout dans ma cuisine, les clés encore dans la main. Le manteau encore sur le dos, le robinet qui goûtait, et moi qui ne bougeais pas pour le réparer. Quelqu'un avait regardé ma mère m'humilier et avait payé pour le privilège de la salle. Quelqu'un que je n'avais jamais vu. Quelqu'un qui voulait mon nom. J'ai fait une chose idiote ce vendredi soir. Le genre de chose qu'on fait quand le sol a bougé et qu'on saisit la rampe la plus proche. J'ai appelé mon cousin Roland. Roland et moi avions construit des forts ensemble à 8 ans. Parmi eux tous, c'était celui en qui j'avais encore une demi-confiance. Je voulais, je crois, entendre une seule personne dire que le toast avait été laid. Juste une. Et, a-t-il dit. Et il y avait déjà une lassitude dans sa voix avant même que j'aie dit quoi que ce soit. Tu vas bien. Maman a dit que tu t'étais mise en colère ce soir. Mise en colère. 2 heures plus tard et l'histoire avait déjà une forme. Et la forme était la mienne. C'était un dîner difficile. Ai-je dit avec prudence. Ouais, tante Meredith peut-être un peu trop, a dit Roland. Et pendant une seconde, je l'ai aimé. Puis il a continué. Mais enfin. Tu sais comment tu es. Preston a dit que tu étais un peu partout dernièrement. Les histoires d'argent. L'histoire du boulot. Il a dit, ils se sont vraiment inquiétés. Honnêtement? Personne ne te juge. On veut juste que tu ailles bien. J'ai écarté le téléphone de mon visage une seconde et je l'ai regardé. L'histoire du boulot. J'ai le même emploi depuis 6 ans. Les histoires d'argent. Je venais de payer 31 dîners sans scier. Mais Roland ne me mentait pas. C'était ça qui m'a glacé l'estomac. Il y croyait. Quelqu'un était entré dans la compréhension que mon cousin avait de moi et avait réarrangé les meubles. Et Roland pensait avoir toujours habité cette pièce. Qui t'a parlé des histoires d'argent? Ai-je demandé.
Je ne sais pas. C'est juste que tout le monde le sait un peu. Yolanda, Preston. Ta mère. Ça revient. Une pause, puis doucement. Le couteau sans aucune idée qu'il était un couteau. Tu devrais peut-être les laisser t'aider. Ils ne veulent que ton bien. J'ai dit quelque chose de chaleureux et j'ai raccroché. Puis je me suis assise dans le noir et j'ai compris que je n'étais pas tombé sur une seule mauvaise soirée. J'étais tombé au milieu d'une histoire qui tournait sans moi depuis longtemps. Une histoire soigneuse, patiente, bien distribuée. Racontée au dîner du dimanche et dans les appels téléphoniques et dans les remarques douces à propos d'une femme nommée Yolanda à qui on ne pouvait pas faire confiance. Qui se débattait, pour qui ils s'inquiétaient tous tellement. Chaque parent que j'avais en était un lecteur. Certains d'entre eux, comme Roland, me la récitaient maintenant gentiment en face. Sans la moindre idée qu'on leur avait donné un script. Je ne savais pas encore pourquoi. Cela prendrait 2 semaines et un document que je n'avais pas lu. Mais je savais ce vendredi soir la forme de la chose. Même si je ne pouvais pas encore voir ce qu'elle était destinée à contenir. On ne dépense pas ce genre d'effort pour faire croire à 30 personnes que quelqu'un n'est rien. Pas à moins d'avoir vraiment besoin qu'elle le soit. Au matin, j'avais plié tout cela en quelque chose que je pouvais emporter au travail. C'est une chose qu'on apprend quand on grandit comme moi. On apprend à plier. On prend la pire nuit du mois. On l'aplatit et on la glisse sous les heures ordinaires jusqu'à presque oublier sa forme. Je m'appelle Yolanda Ashford. J'avais 33 ans et je gagnais ma vie en écrivant des lettres qui demandaient de l'argent. Aux gens. Des demandes de subventions pour une association qui gérait des programmes après l'école dans l'Est de la ville. J'étais bonne à ça. Une partie du travail consistait à lire les déclarations fiscales d'autres associations. Les publics, ligne par ligne. À apprendre où une organisation dit la vérité sur elle-même sans le vouloir. Je pouvais lire un bilan comme certains lisent un visage. Je me suis assise à mon bureau ce lundi-là et j'ai ouvert la déclaration d'une fondation et je n'ai pas vu un seul chiffre dessus. J'ai vu le sourire de mon frère. J'ai vu l'autre bout d'une table. Ma mère a appelé à 10 heures. J'ai laissé sonner 2 fois pour avoir l'air occupé, puis j'ai répondu. Tu n'es pas fâché, n'est-ce pas? A-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Meredith Ashford ne pose pas de questions dont elle pourrait ne pas aimer la réponse. C'était une blague. Yolanda. Tout le monde s'amusait tellement. Tu fais toujours ça. Tu prends une soirée charmentée. Tu en fais une affaire de tes sentiments. J'ai payé l'addition. Ai-je dit. Une pause juste assez longue. Eh bien, a-t-elle dit en se réchauffant. C'était généreux. Voilà, c'est la fille que je connais. Et puis, parce qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher. Preston a dit que tu l'avais probablement mise sur une carte que tu paieras jusqu'à Noël. Ne t'étends pas trop, chérie. Personne n'attend ça de toi. Le nom de mon frère dans sa bouche était une chose douce, une chose préférée. Preston, de 2 ans mon aîné, le directeur exécutif du bon nom de la famille. Il y avait une fondation avec notre nom de famille, la Fondation familiale Ashford. Celle de ma grand-mère, et Preston la dirigeait, et ma mère la présidait. Et à Noël, il la portait comme un bijou. J'ai un appel. Ai-je dit. Bien sûr que tu en as un. A-t-elle dit. Et elle a raccroché la première. Si vous avez déjà été la cible de la plaisanterie à la table de votre propre famille. Celle dont le pire moment devient l'histoire préférée de tout le monde. Alors vous savez déjà à quoi ressemblait ma cuisine ce vendredi soir. Et vous savez pourquoi je vous raconte tout cela. Restez avec moi. Je ne vais rien laisser là où ils l'ont laissé. Et si c'est aussi votre famille, allez-y, abonnez-vous pour que la suite vous trouve. Parce que voici la chose que je n'ai pas pu aplatir. Ce n'était pas le toast. Ma mère avait dit des choses cruelles à des dîners auparavant. La cruauté était le style de la maison.
C'était l'homme à la table 9. Un étranger qui, chaque année, gardait discrètement une table le soir où ma famille s'acharnait sur moi. Un étranger qui, cette année entre toutes, avait demandé comment je m'appelais. Je voulais savoir qui il était. J'ai donc rappelé le restaurant. La fille qui a répondu était nouvelle. Elle a passé le gérant. Il s'est souvenu de moi. La femme de vendredi? A-t-il dit avec prudence. J'ai demandé à propos de l'homme à la table 9. Il s'est fait plus silencieux, comme le font les gens quand on leur a dit de ne pas parler. C'est un habitué, d'une certaine manière, a-t-il dit. Une fois par an. Toujours la même table du coin, toujours la première semaine de juillet. Chaque fois que votre mère réserve pour son anniversaire. Il la réserve un an à l'avance et paie. Pour la garder vide. Et il commande presque rien, et il part avant le gâteau. En 4 ans. Je ne lui ai jamais entendu dire 10 mots à votre famille. A-t-il dit autre chose? Quand il a demandé mon nom. Le gérant a hésité. Je l'entendais décider. Il a demandé si vous écriviez toujours. A-t-il dit? Je lui ai dit que je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Il a dit que vous sauriez. Je suis resté dans la cage d'escalier de mon immeuble de bureau. Le téléphone contre l'oreille et la porte coupe-feu calée sur mon épaule. Et je ne savais pas non plus ce qu'il voulait dire. Personne à ce dîner ne savait que j'écrivais. Pour ma famille, je remplissais des formulaires. Le mot « écrire », de la façon dont le gérant avait dit que l'homme l'avait dit. Comme s'il s'agissait d'un nom propre, comme s'il s'agissait d'une chose que l'on pouvait être. Ce mot appartenait à exactement une personne dans ma vie, et elle était morte depuis 7 ans. Autre chose? Ai-je dit. Ma voix est sortie égale. C'est aussi une compétence. Il a laissé quelque chose la première année, a dit le gérant. Pour votre mère. Soi-disant. Elle n'est jamais venue le chercher. C'est encore dans le coffre du bureau. Si vous voulez savoir la vérité. Je n'aurais probablement pas dû dire ça. Non, ai-je convenu. Vous n'auriez probablement pas dû. Puis j'ai demandé quand je pouvais passer. Je veux être honnête sur ce que j'ai ressenti dans cette cage d'escalier, parce que si je saute ça, vous penserez que j'étais plus courageuse que je ne l'étais. Je n'ai rien ressenti qui est encore un nom. Juste l'attraction. Un homme que je n'avais jamais rencontré connaissait un mot à mon sujet que ma propre mère avait. Passé 30 ans à prétendre n'être pas vrai. Et il était assis à 3 mètres d'elle une fois par an, regardant et payant et ne disant rien. Je suis retourné à mon bureau. Je n'ai ouvert aucune autre déclaration de fondation cet après-midi-là. J'ai ouvert un navigateur et j'ai tapé le nom de ma grand-mère. Elle s'appelait Winifred Ashford. Et pendant la plus grande partie de mon enfance, elle a été la seule personne qui m'a regardé et a vu quelque chose qui valait la peine d'être gardé. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs doux de cette famille, alors je rationne ce que j'ai. Voici celui que j'ai sorti cet après-midi-là et que j'ai retourné entre mes mains. J'avais 8 ans. C'était un dimanche, le bon genre, dans son bureau, qui sentait le papier et le café froid. Sur le bureau entre nous se trouvait une pile de lettres auxquelles il fallait répondre. Des gens qui avaient donné de l'argent au petit fonds qu'elle avait créé. Et des gens à qui elle voulait en donner. Elle avait un stylo plume, noir avec une bande d'or usée, lourd pour la main d'un enfant. Elle l'a débouché et l'a mis dans mes doigts. A plié ma prise autour et a dit de cette voix basse et certaine. Celle qui écrit les lettres, Yolanda. Est celle qui dirige vraiment la chose. Tout le monde d'autre ne fait que signer. J'ai écrit les notes de remerciement. Elle dictait et je formais les lettres lentement, en gâchant 2 avant d'en obtenir une propre. Et elle ne m'a pas pressé. Et quand j'ai terminé, elle l'a relue et l'a aplati de la paume de sa main et a dit, voilà. Maintenant ils savent que quelqu'un le pensait. Elle est morte quand j'avais 26 ans. Je n'ai pas eu le stylo. Je n'ai pas eu grand-chose.
Le testament était le pays de Preston, et je n'en étais pas citoyenne. Mais j'ai eu cette phrase. Et j'avais construit toute une vie tranquille autour d'elle sans jamais dire à personne d'où elle venait. Celle qui écrit les lettres et celle qui dirige vraiment la chose. Et maintenant un étranger m'y avait renvoyé depuis la table 9, depuis 3 mètres. Une fois par an, avec un mot. J'ai regardé la fondation pendant que j'y étais. La fondation familiale Ashford. Je n'avais pas regardé depuis des années. Ça faisait mal d'une façon basse et de fond, comme une cicatrice par temps froid. Et en général je ne le faisais pas. Mais cet après-midi-là, j'ai cliqué dessus. Le site était plus brillant que je ne m'en souvenais. Il y avait une page intitulée « Notre histoire ». Elle disait que la fondation avait été établie pour perpétuer une tradition familiale de générosité. Il y avait la photographie de ma mère et un paragraphe sur sa vision. Il y avait Preston, directeur exécutif, dans un bon costume. Les bras croisés devant un panneau de fond. Il y avait un gala, en smoking, un événement annuel qui arrivait dans 2 semaines. Il n'y avait pas le bureau de ma grand-mère. Il n'y avait pas le stylo. Dans le paragraphe sur le début de tout, Winifred Ashford apparaissait dans une seule proposition comme quelqu'un qui avait inspiré la famille, de la façon dont on crédite une belle vue. Je suis resté avec ça. La femme qui avait appris à une enfant de 8 ans à écrire les lettres avait été rétrogradée au rang de décor dans sa propre fondation. Puis j'ai fait défiler les photos du gala de l'année précédente parce que je me force à regarder les choses. Et dans la 3e rangée de la grille, ma mère se tenait à un pupitre. En plein milieu d'une phrase, rayonnante. Et dans sa main droite, débouchée, captant la lumière, se trouvait un stylo plume. Noir avec une bande d'or usée. Je connaissais ce stylo. J'avais gâché 2 notes de remerciement en apprenant à le tenir. J'ai fermé l'ordinateur portable. Mon bureau était silencieux. Dans le couloir, quelqu'un a ri de quelque chose d'ordinaire. Je suis resté très immobile. De la façon dont on reste immobile quand on a senti le premier petit fléchissement d'un sol sur lequel on a marché toute sa vie. Et j'ai pensé, je ne sais pas réellement ce que ma famille fait du nom de ma grand-mère. Et sous cela, plus bas, une deuxième pensée, celle qui finirait par leur coûter tout. Je sais comment le découvrir. Voici une chose que la plupart des gens ne savent pas. Et sur laquelle ma famille comptait beaucoup pour que je ne le dise pas à voix haute. Toute fondation privée dans ce pays dépose une déclaration fiscale. Elle s'appelle 990 PF et elle est publique. N'importe qui peut la lire. Les actifs, les subventions qu'elle a accordées, les personnes qu'elle a payées. Les frais qu'elle a avalés. On n'a pas besoin d'une assignation. On a besoin d'une barre de recherche. J'en utilisais une au travail la plupart des semaines pour vérifier les financeurs à qui nous demandions de l'argent, parce qu'une déclaration de fondation vous dit ce qu'elle aime vraiment. Peu importe ce que dit sa page, notre histoire. Je n'avais jamais une seule fois regardé celle de ma propre famille. Je me disais que c'était le deuil. Ce n'était pas entièrement ça. C'était qu'une partie de moi avait compris, sans laisser le reste de moi l'entendre, que je n'aimerais pas ce que je trouverais. Alors je l'avais laissé fermer pendant 7 ans. De la façon dont on laisse une porte fermée quand on connaît déjà l'odeur derrière. Ce mardi-là, je l'ai ouverte. J'ai tiré les déclarations de la fondation familiale Ashford, 3 années d'affilée, côte à côte. De la façon dont j'aurais tiré celle d'un étranger. Je les ai lues de la façon dont elle m'avait appris à lire une lettre, lentement. En cherchant l'endroit où elle dit la vérité sans le vouloir. La fondation avait de l'argent, plus que ce que j'avais supposé, une véritable dotation. Le genre que ma grand-mère avait dû passer une vie à construire. Et je n'avais jamais pensé à me demander. Et surtout cet argent, en une année complète. Le montant qui était réellement sorti pour la charité. Pour le genre de choses après l'école pour laquelle ma grand-mère avait vécu, était petit. Embarrassamment petit. Une erreur d'arrondi par rapport à ce que la même déclaration listait sous d'autres rubriques. Parce que les autres rubriques étaient grasses.
Frais de gestion et de conseil payés à une société dont je n'avais jamais entendu parler. Service professionnel. Rémunération des dirigeants. Le salaire de Preston en tant que directeur exécutif. Un chiffre qui faisait de mon frère souriant de l'autre bout de la table un homme bien payé pour diriger une dotation qui ne donnait presque rien. Voyage. Et une ligne suffisamment importante pour devoir être détaillée. Que j'ai lu 4 fois avant qu'elle n'entre. Événement de cultivation et d'appréciation des donateurs. Je sais ce que cette ligne est censée signifier. Cela signifie que vous emmenez déjeuner des gens qui pourraient vous donner de l'argent. C'est une chose réelle que font les associations. Mais le chiffre était faux pour une fondation de cette taille. Et il était faux dans une direction précise. Et je suis resté là avec 3 années empilées devant moi et j'ai fait la chose que je fais pour gagner ma vie. J'ai cherché le schéma. Il était là. Chaque année, le même mois, une seule grosse charge sous cette rubrique. Juillet. Chaque juillet, la fondation avait organisé un événement d'appréciation des donateurs. Et chaque juillet, cela avait coûté presque exactement la même chose. Et le coût était de la taille d'un très bon dîner pour environ 30 personnes. L'anniversaire de ma mère est en juillet. Je voudrais vous dire que je suis resté calme. Mes mains étaient à plat sur le bureau à nouveau. De la façon dont elles avaient été à plat sur la nappe, et le bureau était devenu très loin. Et j'ai compris dans un balayage froid et propre du cuir chevelu jusqu'en bas ce que je regardais. Les dîners. Les anniversaires de ma mère. Les soirs où la famille s'acharnait sur moi. Le toast. L'arrondi à la baisse. Le rire confortable. Quelqu'un avait payé pour ça. J'avais supposé que ma mère payait ou que la famille se partageait la facture. Je n'avais jamais une seule fois supposé la réponse qui se trouvait dans un document public portant notre nom. Ils avaient facturé la charité de ma grand-mère pour les fêtes où ils m'humiliaient. Je l'ai relu pour être sûr, parce qu'une chose aussi grande, on ne la croit pas la première fois. Le mois correspondait. Le restaurant correspondait. Le montant d'année en année bougeait à peine, de la façon dont un coût fixe ne bouge pas. Il n'y avait aucune lecture innocente. Une charité ne tient pas accidentellement son événement d'appréciation des donateurs le jour de l'anniversaire de sa présidente. Dans le restaurant préféré de la présidente, pour les invités de la présidente. 3 années de suite par coïncidence. Quelqu'un avait choisi de déguiser une fête de famille en bonnes œuvres et d'envoyer la facture à la morte. J'ai fermé l'ordinateur portable très doucement, parce que si je l'avais fermé fort, je n'aurais pas pu m'arrêter là. Dans le couloir, le rire ordinaire est revenu. J'ai mis ma paume à plat sur ma bouche et j'ai respiré à travers mes doigts et je n'ai pas fait de bruit. C'est celui-là que je vais vous avouer. La première fissure. Une femme adulte à son bureau, la main sur sa propre bouche. Restant silencieuse par 30 ans de pratique. Puis j'ai retiré ma main et j'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à écrire ce que je savais, parce que c'est la seule prière en laquelle j'ai jamais vraiment eu confiance. Il y avait un nom que je ne reconnaissais pas sur ces déclarations. Et je veux que vous le reteniez parce qu'il a compté plus que je ne l'ai compris cet après-midi-là. La fondation listait ces gens. Ma grand-mère l'avait construite comme une fiducie charitable gérée par des fiduciaires. Bien que ma mère ait toujours aimé les appeler un conseil. Cela sonnait plus comme le genre de choses qui avaient des galas. Ma mère, présidente. Preston, directeur exécutif. Et un second fiduciaire, un cofiduciaire, comme l'appelaient les déclarations. Un nom qui apparaissait sur chaque déclaration. 3 sur 3, silencieux comme un filigrane. Everett Callaway. Je ne l'avais jamais entendu. Pas à Noël, pas à un enterrement, pas une seule fois en 33 ans d'histoire Ashford. Un homme avait été fiduciaire de la fondation de ma grand-mère pendant tout ce temps. Légalement lié à elle, et ma famille n'avait jamais prononcé son nom devant moi. On ne cache pas une personne par accident. On cache une personne à cause de ce qu'elle pourrait dire. Alors je l'ai cherché aussi. Cela n'a pas pris longtemps. Son nom était sur les déclarations de la fondation et sur quelques autres,
un vieux comptable. Le genre qui siège dans des conseils pour des gens qu'il respecte et qui survit à la plupart d'entre eux. Il y avait une photographie sur la page d'un associé à la retraite d'un cabinet du centre-ville. Un homme plus âgé, une soixantaine avancée, sec. Avec le visage immobile de quelqu'un qui a passé 50 ans à regarder des chiffres qui n'ajoutent pas et à apprendre à ne pas réagir avant d'être sûr. J'avais déjà vu ce visage. Pas en personne. Dans une chaise rentrée à une table avec une serviette pliée et un verre d'eau plein à 3 mètres. De ma mère une fois par an. La table neuve avait un nom et c'était Everett Callaway. Et il était fiduciaire de la fondation qui avait payé pour les dîners où il me brisait. Puis je me suis souvenu du coffre. Il a laissé quelque chose la première année. Le gérant avait dit, c'est encore dans le coffre du bureau. Je suis allé au restaurant l'après-midi suivant avant l'heure du dîner et le gérant me l'a apporté. Au bar sans que j'aie à demander 2 fois. Une enveloppe pleine de scellés, devenue molle au coin après 4 ans dans un tiroir. Elle n'était pas adressée à ma mère, quoi qu'il lui ait dit. Elle était adressée d'une écriture sobre et à l'ancienne à quelque Ashford qui viendra demander. Il me l'a donnée le premier soir, a dit le gérant. Il m'a dit de la garder pour qui, dans votre famille, se demanderait un jour qui il était. En 4 ans. Vous êtes la première à demander. Il a haussé un peu les épaules, embarrassé. J'ai pensé que ça voulait dire quelque chose. Je l'ai ouverte au bar. À l'intérieur se trouvait une carte de visite. Everett Callaway, CPA, un cabinet du centre-ville, maintenant à la retraite. Et en dessous, sur une simple fiche, 4 lignes de la même écriture sobre. J'étais un ami de Winifred. Je lui ai fait une promesse à propos de cette famille que j'ai l'intention de tenir. Quand quelqu'un viendra enfin chercher la vérité au lieu de l'argent, ce sera celle qu'elle attendait. Si c'est vous, appelez-moi. J'ai été patient longtemps. Je l'ai lu 2 fois. Il s'était assis dans ce restaurant une fois par an pendant 4 ans. Gardant une table lors d'une cruauté qu'il méprisait. Tenant une enveloppe pour une personne qui pourrait ne jamais venir. Parce qu'une femme morte lui avait demandé d'attendre. C'est une sorte de foi pour laquelle je n'avais pas de nom. J'ai mis la carte dans mon portefeuille derrière le reçu que je n'avais toujours pas jeté. Et je suis rentré chez moi avec un nom pour l'homme de la table neuve et aucune idée de quoi en faire. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je suis resté dans le noir et j'ai fait tourner les boucles. Un étranger qui n'était pas un étranger. Un homme à qui ma grand-mère avait fait assez confiance pour le lier à l'œuvre de sa vie. Assis en silence pendant la cruauté préférée de ma famille, payant. Regardant une fois par an pendant des années. Et cette année, l'année où il avait enfin demandé mon nom. La même année où les fêtes sur le dos de la charité avaient continué comme toujours. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Pourquoi écrire? J'ai trouvé le numéro de son cabinet le matin et j'ai appelé et laissé un message de 3 phrases. De rien de soigneux. Il a rappelé dans l'heure, ce qui m'a dit quelque chose. Les hommes de cet âge ne se précipitent pas pour une voix qu'ils ne connaissent pas déjà. Mademoiselle Ashford. A-t-il dit. Pas une question. Il savait laquelle j'étais. Je me demandais si vous me trouveriez où. S'il l'aurait enfin enterré assez profond pour que vous ne le fassiez pas. Nous nous sommes rencontrés le lendemain dans un café qu'il avait choisi près de l'eau. En milieu d'après-midi, presque vide. Il était déjà là quand je suis arrivé, à une table du coin avec un thé qu'il ne buvait pas. Et il m'a regardé traverser la pièce avec une attention qui m'aurait troublé de n'importe qui. D'autres? De lui, cela donnait l'impression d'être lu par quelqu'un qui savait vraiment lire. Vous avez ses mains. A-t-il dit quand je me suis assise. Elle écrivait avec tout le bras. Vous aussi. Je vous ai regardé. Signez ce chèque vendredi de l'autre côté de la pièce. Il a tourné sa tasse d'un quart de tour et n'a pas bu. Je viens à ce dîner depuis 4 ans. Mademoiselle Ashford. Savez-vous pourquoi? Non.
ai-je dit. C'est en grande partie pourquoi je suis là. Je vais vous dire la petite partie aujourd'hui, a-t-il dit. Le reste? Vous devez le trouver vous-même. Et vous comprendrez pourquoi quand vous le tiendrez. Si je vous le donne, ils diront que je vous l'ai donné, et ça ne vaudra rien. Si vous le trouvez, c'est à vous. Et c'est vrai. Il m'a regardé. Stable. Pas méchant. Méchant aurait été plus facile. C'est comme ça qu'elle aurait voulu que ce soit fait. Aussi. Elle ne faisait pas confiance à un cadeau. Elle faisait confiance au travail. La petite partie. Ai-je dit. Je viens à ce dîner, a-t-il dit. Parce que c'est la seule nuit de l'année où je peux m'asseoir dans une pièce et regarder ce que votre mère et votre frère font du nom de votre grand-mère. Je paie pour garder cette table chaque année. Pour que personne ne puisse me l'enlever. Je ne leur parle pas parce que je n'ai encore rien à leur dire. Une pause de la longueur d'un homme qui choisit une porte. Cette année, j'ai demandé votre nom parce que cette année, pour la première fois, j'avais besoin d'être certain que c'était vous qui étiez assise là, qui le preniez. Certain de quoi? Il a presque souri. Ça n'est allé nulle part. Allez lire ce que votre grand-mère a réellement signé. Pas la version que votre frère fait. Circuler au conseil. L'original. Le document qui a commencé toute la chose en 2019. Et quand vous le trouverez, regardez la date. Regardez la date à laquelle il prend effet. Il a posé sa cuillère précisément au centre exact de la soucoupe. Puis posez-vous une question. Mademoiselle Ashford. Demandez-vous pourquoi votre mère a passé les 2 dernières années à s'assurer que chaque parent que vous avez croit que l'on ne peut pas vous faire confiance pour diriger une vente de gâteaux. Ma bouche était sèche. Qu'est-ce que je vais trouver sur cette date? Non, a-t-il dit doucement, et il s'est levé et a laissé de l'argent sur la table, trop. De la façon dont les hommes de sa génération le font. C'est la partie qui doit être à vous. Il s'est arrêté, la main sur le dossier de la chaise. Pendant une seconde, le visage immobile a bougé. Elle parlait de vous. A-t-il dit. À la fin. Pas de votre frère. Vous. Elle a dit que la famille avait le mauvais enfant. Dans le rôle de la déception. Et qu'elle avait corrigé ça, et qu'elle était désolée de ne pas être là quand ça atterrirait. Il a tapoté la chaise une fois. 2 fois. De 2 doigts il a rentré. Ça atterrit. Mademoiselle Ashford. Allez le lire. Et il est sorti dans l'après-midi et m'a laissé avec une tasse de thé que je n'avais pas touchée. Et une date que je n'avais pas encore, et un cœur que je pouvais sentir dans mes dents. Le mauvais enfant dans le rôle de la déception. Elle avait corrigé ça. Elle était désolée de ne pas être là quand ça atterrirait. Je suis resté dans ce café jusqu'à ce que la lumière devienne orange sur l'eau. En retournant les phrases de la façon dont on retourne une clé dont on n'a pas encore trouvé la serrure. Pendant 33 ans. J'avais vécu à l'intérieur d'un seul fait si solide que j'avais cessé de remarquer qu'il était là. De la façon dont on cesse de remarquer le sol. Que ma famille avait regardé ses 2 enfants et avait choisi l'autre. Preston était le fils avec un avenir. J'étais la fille qu'on arrondissait à la baisse. Ce n'était pas exactement de la cruauté dans ma propre tête. C'était juste le temps. C'était juste vrai. Et voici une femme morte. Par la bouche d'un comptable qui ne mentirait pas pour sauver sa propre vie. Me disant que le casting avait été faux. Que quelqu'un avait regardé les mêmes 2 enfants et m'avait choisi. Et qu'elle avait fait quelque chose à ce sujet avant de partir, quelque chose avec une date dessus. Quelque chose qui s'était déjà silencieusement produit. Je ne me suis pas permis d'espérer.
L'espoir était une chose que ma famille m'avait appris à tenir en laisse courte parce qu'ils aimaient être ceux qui tenaient l'autre bout. Mais je me suis permis de vouloir savoir, ce qui est différent et plus sûr. Et qui m'a fait passer par chaque porte fermée que j'ai jamais ouverte. J'ai payé pour 2 thés coquins de nous n'avait bu, et je suis rentré chez moi. Et je n'ai pas dormi. Et le matin, au lieu d'aller à mon propre travail, je me suis assise pour découvrir ce que ma grand-mère avait signé. Je me suis répété encore et encore en route, quoi que ce soit, lis-le comme une étrangère. Ne le veux pas en quelque chose qu'il n'est pas, laisse-le te dire la vérité sans ton aide. J'en aurais besoin, parce que la vérité, quand je l'ai trouvée, était plus grande que tout ce que j'aurais osé vouloir. Si vous devinez en ce moment qui il est, ce qu'elle a écrit, ce qui arrive, retenez votre conjecture. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que l'homme de la table 9 est venu voir. Je vous dis maintenant que je me suis trompé sur presque tout. Mais gardez votre conjecture. Cela fera que la suite fera mal au bon endroit. Il m'a fallu 2 jours pour obtenir l'original. Non pas parce qu'il était bien caché, mais parce qu'il était caché à la vue de tous. Ce qui est le seul endroit où ma famille cache vraiment quelque chose. Les documents fondateurs d'une fondation sont enregistrés. Sa charte, ses statuts, les articles déposés auprès de l'État quand ma grand-mère l'a rendu réel. J'ai demandé les originaux. Il se trouve que j'y ai droit. Je les ai lus à ma table de cuisine à 11h du soir, le robinet qui goûtait et mon manteau. Sans raison, encore sur le dos. La plupart étaient la machinerie sèche d'une fiducie charitable. J'ai tout lu lentement, de la façon dont elle m'avait appris. En cherchant l'endroit où ça disait la vérité. Je l'ai trouvé à la page 9. Il y avait une clause sur la succession, sur ce qui arrivait au contrôle de la fondation. À l'autorité des fiduciaires, la vraie autorité, celle qui décide, au fil du temps. Ma grand-mère avait écrit qu'à sa mort, la fondation serait administrée par les fiduciaires existants, ma mère et Everett Callaway, qu'elle avait planté comme un gardien. Bien, attendu. Et puis la phrase suivante, que 7 ans après sa mort, l'autorité de fiduciaire, la totalité, le genre qui décide, passerait à un unique successeur nommé, pour être détenu par cette personne seule. J'ai lu le nom 3 fois, non pas parce qu'il était difficile à lire, mais parce que c'était le mien. Yolanda Ashford. De la main soigneuse de ma grand-mère, dans un document daté du printemps 2019. 6 semaines avant sa mort, elle m'avait choisi. Pas Preston. Pas ma mère. Moi. Elle l'avait écrit et l'avait déposé auprès de l'État et n'avait dit à personne qui me le dirait. Et elle l'avait mis sur une minuterie de 7 ans. Et elle avait fait confiance à un comptable silencieux pour s'asseoir dans un restaurant une fois par an et s'assurer que j'étais encore debout quand elle se déclencherait. 7 ans après le printemps 2019, ce printemps-là, c'était déjà arrivé. En mars de cette année, sans que je le sache, sans un coup de téléphone. Sans qu'un seul Ashford me dise un mot. L'autorité sur la fondation de ma grand-mère était devenue silencieusement, légalement, la mienne. Et alors tout le reste des 2 dernières années s'est retourné dans le noir de ma cuisine et m'a montré son envers, et j'ai dû m'asseoir par terre. Le toast. Debout. Dis à tout le monde ce que tu gagnes. L'arrondi à la baisse. Le rire confortable de 31 par an. Les histoires. Les années d'histoire. Yolanda ne peut pas, Yolanda ne veut pas, pauvre Yolanda. Ne t'étends pas trop. Personne n'attend ça de toi. J'avais passé toute ma vie à croire que ma famille pensait que je n'étais rien. Ils ne pensaient pas que j'étais rien. Ils savaient exactement ce que j'étais. Ils avaient lu la page 9 avant moi. Ils avaient besoin que tout le monde d'autre pense que j'étais rien. Ils avaient besoin d'une salle. Ils avaient besoin de 31 témoins qui jureraient, si jamais ça en arrivait là, que bien sûr ça ne pouvait pas être Yolanda. Elle ne peut même pas garder un emploi. Elle met les dîners sur des cartes de crédit. On a arrondi à la baisse. Ils avaient passé 2 ans à construire un jury contre un verdict dont je ne savais pas qu'il avait déjà été rendu en ma faveur.
L'humiliation n'était pas de la cruauté pour elle-même. C'était de la construction. Chaque dîner était une brique. Je suis resté assise sur le carrelage froid de ma cuisine avec la charpe sur les genoux et mon manteau encore sur le dos. Et je n'ai pas pleuré, ce qui, je le sais, sonne comme de la force et ne l'était pas. C'était le contraire. C'était 30 ans de pratique à ne pas faire de bruit. Mais quelque chose sous le silence avait changé de température. Toute ma vie, j'avais voulu plus que je ne l'avais jamais admis être celle que quelqu'un dans cette famille choisissait. Et elle l'avait fait, il y a 7 ans, de sa propre main. Elle m'avait choisi et était morte avant de pouvoir les regarder essayer de me le voler. Je suis resté avec ça sur le carrelage froid de la cuisine et je l'ai laissé réarranger chaque souvenir que je possédais. Tous. Chaque dîner. Chaque plaisanterie d'arrondi à la baisse. Chaque remarque douce sur mes problèmes d'argent, mes problèmes de boulot, mes nerfs. Chaque fois qu'une tante avait pressé ma main et dit qu'il s'inquiétait seulement parce qu'il m'aimait. J'avais passé toute ma vie à lire ces moments comme la vérité sur moi. Une vérité de fond permanente comme le temps. Et aucun d'eux n'était vrai. Ils avaient tous été fabriqués. Manufacturés selon un calendrier par des gens qui avaient lu la page 9 et savaient qu'une horloge tournait et avait besoin que toute une famille jure que j'étais rien avant que l'horloge ne se déclenche. La cruauté n'avait jamais été négligente. C'était la partie qui m'a coupé le souffle sur ce sol. La cruauté négligente, on peut presque la pardonner. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Celle-ci avait su exactement ce qu'elle faisait. Chaque rire à cette table d'anniversaire avait été un investissement. Ils avaient regardé un document qui disait que leur mère m'avait choisi. Et au lieu de griver ou d'argumenter ou même de me haïr honnêtement, ils s'étaient organisés. Ils avaient transformé mon humiliation en stratégie et l'avaient servi une fois par an avec le gâteau. Et sous l'horreur, plus bas, plus stable. Une deuxième chose se dressait en moi et ne se rassierait pas. S'ils avaient travaillé si dur pour faire croire à tout le monde que j'étais rien, alors quelque part ils avaient très peur de ce que j'étais réellement. On ne construit pas une clôture de 2 ans autour d'un champ vide. Je me suis levé du sol. J'ai mis la charte dans un dossier. J'ai enfin enlevé mon manteau et je l'ai accroché. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tiré les déclarations à nouveau. Et cette fois, je ne les ai pas lues comme une petite fille en deuil. Je les ai lues comme la fiduciaire. Une déclaration de fondation à une section que la plupart des gens sautent. Elle demande à l'organisation de divulguer ses transactions avec ses propres initiés. Ses dirigeants, sa famille, les gens qui sont censés donner de l'argent, pas le prendre. Elle est là précisément parce que la loi sait ce que les familles font aux charités. Autotransaction, comme l'appelle la loi. Une personne disqualifiée ne peut pas discrètement faire passer l'argent de la charité à elle-même. Ce n'est pas une zone grise. C'est une ligne claire et spécifique. Et la déclaration est l'endroit où l'on se confesse d'avoir franchi la ligne où l'on ment. Preston n'avait pas exactement menti. Il avait fait la chose plus intelligente. Il avait dit la vérité dans une langue sur laquelle il pariait que personne qui comptait ne lirait. Les frais de gestion et de conseil allaient à une société. J'ai trouvé la société de la façon dont je trouve n'importe quoi. Je l'ai cherché dans le registre des entreprises de l'État, qui est aussi public. Qui est aussi une barre de recherche. La société était une société à responsabilité limitée enregistrée il y a 3 ans. Son membre listé, son propriétaire, le seul nom humain derrière le nom d'entreprise bien rangé, était Preston Ashford. Mon frère avait créé une société. La fondation payait la société. La société payait mon frère. Et entre les deux, l'argent cessait d'être de la charité et devenait le sien. Et le papier l'appelait service professionnel et défiait quiconque de s'en soucier. Les dîners des donateurs allaient au restaurant. Les honoraires de conseil de ma mère, elle en avait. Une présidente tirant des honoraires de conseil de la fondation de sa mère allait à ma mère. Les voyages allaient où vont les voyages. Et la vraie charité, les salles après l'école, les lettres qui le pensaient, recevaient les miettes qui restaient après que la famille eut mangé.
J'ai construit un tableur. 3 années. Chaque ligne triée, recoupée avec le registre, avec le nom du restaurant, avec les dates. Quand j'ai terminé, c'était presque l'aube, et la chose sur mon écran n'était plus un soupçon. C'était une carte. On pouvait suivre l'argent sortant de la main de ma grand-mère et le regarder revenir en boucle dans celle de ma mère et de mon frère, année après année, habillés en générosité. Et de temps en temps. Ils s'arrêtaient dans un restaurant le jour de l'anniversaire de ma mère pour acheter une salle pleine de rire à mes dépens. Je veux être précis sur ce que j'ai ressenti, parce que ce n'était pas de la rage. Pas encore. La rage est venue plus tard et elle est venue avec un stylo. Ce que j'ai ressenti à l'aube était l'étrange clarté de niveau d'une personne qui a cessé de tomber. Parce qu'elle a enfin touché le sol et l'a trouvé solide. Ils avaient un schéma. J'avais le plan. Et j'avais une chose qu'ils ne savaient pas que j'avais. Qui était la connaissance que je détenais déjà, l'autorité qu'ils continuaient à voler. Ça s'appelle une asymétrie. C'est le seul genre de pouvoir que les silencieux obtiennent jamais. Et on ne le gaspille pas en criant. Mais les chiffres sur un écran ont une façon de rester des chiffres. Et j'avais besoin de savoir ce que les chiffres avaient coûté. Alors je suis allé en voir un en chair et en os. Les déclarations de la fondation listaient encore une poignée de vraies subventions, de petites. Les miettes, et l'une d'elles allait à un programme après l'école dans l'Est. Pas loin de là où je travaillais déjà. Je connaissais le type. J'écris les lettres qui gardent des endroits comme ça en vie. J'ai appelé à l'avance en tant que rédactrice de subvention faisant ses devoirs. Ce qui n'était même pas un mensonge. Et une femme nommée Loretta m'a dit de venir n'importe quel après-midi. Les enfants partent à 6 heures. Le programme se déroulait dans le sous-sol d'une église, 2 salles, lumière fluorescente. Odeur de cire de sol et de bâton de colle. Loretta avait dépassé les 60 ans, dans un cardigan couleur œuf de merle. Et elle se déplaçait dans une salle de 30 enfants comme un temps auquel ils étaient habitués. Elle m'a montré les tables de devoirs, le coin lecture avec ses livres au dos scotchés. Le placard où les collations étaient rationnées parce que les collations, il s'avère, sont une ligne budgétaire qu'on coupe quand l'argent s'amenuise. On faisait plus, a-t-elle dit. Quand les enfants étaient partis et que nous étions assises avec un mauvais café à une table basse. Construite pour des enfants de 8 ans. Des sorties. Un truc d'été. On avait un vrai programme de lecture. Elle a enveloppé ses 2 mains autour de sa tasse. La fondation Ashford en portait une grande partie à l'époque. Winifred Ashford. Vous connaissez ce nom? Un peu. Ai-je dit. Cette femme. Loretta a secoué la tête, souriant à quelque chose sur le mur du fond. Elle n'envoyait pas juste un chèque. Elle écrivait chaque année une lettre de sa propre main. Demandait de quoi on avait besoin. Demandait des enfants précis par leur nom. Envoyait l'argent. Comme si ça l'embarrassait d'en faire une affaire. Elle disait que la lettre comptait autant que l'argent. Que n'importe qui peut signer un chèque, mais que quelqu'un doit le penser. Elle a ri doucement. Je les ai gardées. Les lettres. Vous voulez connaître le cœur d'une fondation? Lisez qui prend le temps d'écrire. Celle qui écrit les lettres est celle qui dirige vraiment la chose. J'ai gardé mon visage immobile. C'est une compétence. Et maintenant? Ai-je dit. Le sourire de Loretta est allé quelque part de plus silencieux. Maintenant c'est une lettre type à Noël et un chiffre qui diminue chaque année. L'année dernière. C'était presque rien. Cette année on n'a rien entendu du tout. Elle l'a dit sans amertume, ce qui était pire que l'amertume. J'ai entendu dire qu'ils font un grand gala maintenant. En smoking au centre-ville. Tant mieux pour eux. Je suppose. L'argent doit bien venir de quelque part. Elle m'a regardé, cette étrangère qui posait des questions dans son sous-sol. Et quelque chose d'astucieux a bougé derrière la gentillesse.
Vous n'êtes pas vraiment ici pour une subvention. N'est-ce pas? Chérie? Non. Ai-je dit? Je ne le suis pas. Ashford, a-t-elle dit, en essayant. Et puis ses yeux ont changé en posant mon visage à côté du nom. Vous êtes l'une des siennes. Je suis sa petite fille. Loretta est restée silencieuse un moment. Puis elle s'est levée, est allée à un classeur métallique dans le coin. Et est revenue avec un dossier doux comme du tissu, et elle l'a posé devant moi et l'a ouvert. Et elles étaient là, des années d'elle. L'écriture de ma grand-mère, la main du bras entier, la main que j'ai. Demandant à une femme nommée Loretta ce dont ses enfants avaient besoin. Chère Madame Boone, dites-moi comment les jumeaux lisent ce printemps. Je ne les ai pas touchés. J'ai regardé l'argent que ma famille avait dépensé pour les dîners d'anniversaire et les honoraires de conseil. Et j'ai regardé un placard à collation rationnée et un programme d'été qui n'existait plus. Et j'ai compris dans ce sous-sol quelque chose que le tableur ne m'avait pas appris. Ils n'avaient pas seulement volé à moi. Ils avaient volé à 30 enfants dans un sous-sol d'église et à une femme dans un cardigan couleur œuf de merle qui gardait des lettres et à chaque enfant dont ma grand-mère avait jamais demandé des nouvelles par son nom. Le vol avait un visage et il était petit et il lisait en dessous du niveau dans une salle avec un placard à collation rationné. La clarté que j'avais ressentie à l'aube s'est brûlée. Ce qui l'a remplacé n'était pas plus froid. C'était plus chaud et ça avait quelque part où aller. Puis-je vous demander une faveur? Madame Boone? Ai-je dit. Le gala est dans quelques semaines. Je pense que vous devriez y être en tant que mon invité. J'ai glissé une des lettres de ma grand-mère vers elle doucement. Je pense que certaines des personnes qui seront dans cette salle ont oublié à quoi servait cette fondation. Ça leur ferait peut-être du bien de voir qui est resté sans pendant qu'ils mangeaient. Loretta m'a regardé longtemps. Elle a écrit une fois ou deux sur une petite fille. A-t-elle dit? Dans les lettres. Elle a dit qu'il y en avait une que la famille avait complètement ratée. Elle a fermé le dossier et a posé sa paume à plat dessus. De la façon dont on pose une chose qu'on veut dire. On dirait qu'elle avait raison. Je suis rentré de l'autre côté de la rivière, les fenêtres baissées. Et je n'ai pas allumé la radio. J'étais entré avec un tableur. Je suis sorti avec une raison. J'ai failli le gaspiller la semaine suivante. Et c'est Preston qui a failli me le faire faire. Il a appelé. Preston n'appelle jamais. Et il était chaleureux. Ce qui était pire. J'ai entendu dire que tu posais des questions sur la fondation, a-t-il dit, facile. Comme si ce n'était rien. Maman a mentionné. Écoute. J'adore que tu sois curieuse. C'est des trucs compliqués, cependant, Yolanda. Structure de fiducie. Conformité. C'est honnêtement un travail à plein temps avec une équipe juridique. Laisse ça aux gens. Qui le font professionnellement. Ouais. La dernière chose que quiconque veut. C'est que tu te confondes et que tu te contraries pour quelque chose que tu as mal lu. Se confondre. Mal lire. Il me lisait, sans le savoir, mon propre compte rendu de performance. Celui que la famille écrivait depuis 2 ans. Laisse ça aux professionnels. Et j'étais assise là avec un tableur qui pouvait mettre fin à sa vie professionnelle ouvert sur mon second moniteur, et j'ai dit. Tu as raison. C'est au-dessus de moi. Voilà ma fille, a dit mon frère, qui est plus jeune que moi de toutes les façons qui comptent. Et il a raccroché, content. Il y a eu un dîner du dimanche cette semaine-là. Il y a toujours un dîner du dimanche. La famille tourne avec eux comme un moulin tourne avec l'eau. J'y suis allé parce qu'une souris qui cesse soudain de venir dîner est une souris qui a appris quelque chose et je ne pouvais pas me permettre d'avoir l'air d'avoir appris quoi que ce soit. Encore. Alors je me suis assise à la table de ma mère avec tout ça plié à plat en moi et j'ai passé les
Pommes de terre. Je veux que vous compreniez ce qu'était cette heure. Autour de cette table étaient assises des gens que je savais maintenant avoir lu une histoire sur moi pendant 2 ans. Et à sa tête était assise la femme qui avait écrit l'histoire. Et dans un tiroir quelque part se trouvait une charte avec mon nom à la page 9. Et je le savais, et aucun d'eux ne savait que je le savais. Je n'ai jamais de ma vie tenu autant et montré si peu. J'ai passé les pommes de terre. J'ai dit que la nourriture était merveilleuse. J'ai laissé ma mère être gentille avec moi de la façon particulière dont elle est gentille quand il y a un public. Une main sur ma joue. Un commentaire sur mon air fatigué. Est-ce que je ne dormais pas? On s'inquiète. Elle a été sous beaucoup de pression. Ma mère a dit à la table chaleureusement à mon propos devant moi comme si j'étais une chaise. Le boulot. L'argent. On veut juste qu'elle sache qu'elle a de la famille autour de la table. Le doux murmure d'accord. Pauvre Yolanda. Famille. Quelqu'un a tapoté ma main. Et j'ai senti ça monter dans ma gorge. Le tout. La page 9. La LLC. Le stylo que je n'avais pas encore trouvé. Le placard à collation. 30 ans. Je l'ai senti monter comme de l'eau par-dessus un mur et ma bouche s'est ouverte. Je l'ai refermé. J'ai tendu la main vers mon verre d'eau et j'ai bu et j'ai posé le verre sans un bruit. C'est le plus près que j'ai été ce mois-là de tout perdre en une seule phrase satisfaisante. J'aurais payé pour le reste de ma vie. Un verre d'eau. C'est ce que ça a coûté pour rester la fiduciaire au lieu de la fille. Personne à cette table n'a rien vu. C'est soit la phrase la plus triste de cette histoire, soit la plus forte. Et je ne sais toujours pas laquelle. J'ai aidé à débarrasser les assiettes. C'est comme ça que je l'ai entendu. J'étais dans le couloir devant la cuisine avec une pile d'assiettes quand Preston et ma mère étaient à l'évier. Les voix basses sous le robinet qui coulait, et ma mère a dit quelque chose à propos du 18. Et Preston a dit, facile, sans souci. Détends-toi. Après le gala, c'est une affaire close. Une fois que le conseil aura signé. Les vieux papiers ne sont que du papier. Les vieux papiers. Juste du papier. J'ai porté les assiettes et je les ai posées près de l'évier et j'ai souri et j'ai dit que je ferais mieux de rentrer tôt, matin de bonne heure. Ma mère m'a embrassé la joue. Preston n'a pas levé les yeux. Je suis rentré en comprenant 2 nouvelles choses. Qu'il comptait en finir au gala dans 16 jours. Et qu'il considérait la charte de ma grand-mère, sa main, son nom, son choix. Comme de vieux papiers, juste du papier. Ils allaient apprendre ce qu'une personne qui lit le papier peut en faire. La date que j'ai trouvée ensuite a arrêté net la clarté et l'a remplacée par une horloge. Enterrée dans le calendrier de la fondation. Que Preston avait utilement rendu semi-public dans son empressement à avoir l'air occupé. Se trouvait une réunion du conseil, une spéciale, pas les trimestriels habituels. Elle était prévue pour le soir du gala, le 18, dans 2 semaines. Et son unique point à l'ordre du jour était formulé dans le brouillard gris doux que les gens utilisent quand ils font quelque chose qu'ils ne veulent pas qu'on comprenne. Restructuration et modernisation du cadre de gouvernance et d'actifs de la Fondation. Je connaissais ce brouillard. Je l'avais lu dans les déclarations d'autres. C'est le langage qu'on utilise quand on va plier l'argent d'une fondation dans un véhicule qu'on contrôle plus étroitement et dont on répond plus lâchement. Un fonds avec la main de la famille dessus et rien du soleil dans lequel une fondation doit se tenir. C'est aussi, non par hasard, le langage qu'on utiliserait si on avait besoin de bulldozer une clause gênante dans une charte de 2019 avant que son successeur nommé ne remarque qu'elle avait hérité de tout. Ils allaient restructurer la fondation de ma grand-mère sous mes pieds lors d'une soirée en smoking. Dans 14 jours, devant les donateurs, en disant à tout le monde que cela honorait sa vision. L'horloge avait démarré. Je pouvais la sentir maintenant sous tout. Un second cœur plus rapide que le mien. J'ai passé une nuit à décider comment le faire. Et la décision a compté plus que je ne m'y attendais. Il y avait une façon silencieuse
Je pouvais emporter tout le dossier au conseil extérieur du conseil ou au régulateur des charités de l'État, qui aime beaucoup entendre parler de fondations qui dépensent leur dotation pour les anniversaires de la famille, et le laisser moudre dans des bureaux pendant que je restais chez moi. Ça aurait marché. Ça aurait été sûr. Ça aurait aussi laissé à ma mère l'histoire. Pauvre Yolanda, si amère, nous a traînés dans la boue. Raconté silencieusement au dîner du dimanche pour toujours à une famille qui y croirait parce qu'on l'avait formée à y croire. Et c'était la chose que je ne pouvais pas accepter. Pas l'argent. L'histoire. Ils avaient volé le nom de ma grand-mère dans une salle pleine de gens année après année et utilisé. Une salle pleine de gens pour m'enterrer dessous. Quoi que je fasse, ça devait se passer là où ça avait été fait, au grand jour. Devant les mêmes témoins qu'ils avaient passé 2 ans à constituer contre moi. Je ne chuchoterais pas la vérité à un régulateur pendant que le mensonge garderait sa table à chaque dîner de famille. Je me tiendrais debout dans la salle la plus bruyante qu'ils avaient. Et je laisserais le papier parler, et je les laisserais essayer une fois de rire. J'ai ressorti la charte cette nuit-là et j'ai lu la page 9 à la lumière de la cuisine. Et j'ai pensé au bureau qui sentait le papier et le café froid et à un stylo plié dans la main d'un enfant et à une voix basse et certaine. Elle ne m'avait pas donné l'argent. Elle m'avait donné la phrase. Et puis, quand je ne regardais pas, elle m'avait donné les moyens et l'avait dit 7 ans plus tard comme une femme plantant un arbre sous lequel elle savait qu'elle ne s'assiérirait jamais. Elle avait cru que je deviendrais quelqu'un qui pourrait lire le papier et se tenir debout. Elle l'avait cru avant moi. Le moins que je pouvais faire, la seule chose qui l'honorerait, était d'avoir raison. Je n'allais pas faire ça pour les détruire. Je n'arrêtais pas de me le répéter, et j'y croyais en grande partie. J'allais le faire pour cesser d'être la preuve d'une histoire sur une femme qui n'était rien. Parce qu'une meilleure femme qu'aucun d'eux avait écrit de sa propre main exactement ce que j'étais. Et j'étais enfin prête à la tenir à ça. J'ai remis la charte dans son dossier. J'ai fait une liste et j'ai commencé tranquillement à construire la nuit. Ma mère a fait son coup 4 jours avant le gala. Elle était, comme toujours, la stratège. Preston n'était jamais que la main. Elle m'a invité à déjeuner, juste nous deux, quelque part doux et cher. Et elle a été douce avec moi d'une façon qu'elle n'avait pas été depuis que j'étais petite. Et ça m'a fait plus peur que le toast. J'ai pensé à vendredi. A-t-elle dit par-dessus des choses qu'aucun de nous n'a mangées? J'ai été méchante. Ta grand-mère aurait détesté. Elle a laissé ça reposer parce qu'elle est très bonne. Je veux arranger les choses. Yolanda. Vraiment. Je veux que tu te sentes partie du travail de cette famille. Puis elle a glissé un dossier de l'autre côté de la table. De la façon dont on glisse une friandise vers un animal nerveux. À l'intérieur se trouvait un chèque à mon ordre d'un montant conçu pour ressembler à des excusés. Fonctionnait comme une laisse. Et sous le chèque se trouvait un document, 2 pages avec des onglets où j'étais censé signer. Un accord d'harmonie familiale. Elle l'a appelé ainsi pour que nous puissions tous avancer. Pour qu'il n'y ait pas de confusion plus tard sur qui fait quoi. Je l'ai lu de la façon dont elle m'avait appris, lentement. C'était une renonciation. En échange du chèque et d'un rôle chaleureux et indéfini dans le rayonnement de la fondation. Je renoncerai et libérerai toute réclamation. Intérêt et droit que je pourrais détenir dans la succession ou la fondation. Et là, dans la 3e clause. Éplé par un avocat à qui on avait dit exactement ce qu'il fallait craindre. Dans un langage qu'aucun document innocent ne contiendrait jamais. Y compris sans limitation toute autorité de fiduciaire successeur découlant de la charte de 2019 de la Fondation. Je n'ai pas réagi. J'avais 30 ans de non-réaction et je les ai tous dépensés dans cette seule seconde. Parce que cette clause était un aveu. On ne construit pas de clôture autour d'une chose qui n'existe pas. Ma mère avait mis par écrit et m'avait tendu la preuve qu'elle savait exactement ce que j'avais hérité, savait la date à laquelle ça avait atterri. Et était prête à le racheter à une fille sur qui elle pariait qu'elle ne savait toujours pas qu'elle le possédait. Puis-je le ramener à la maison pour le lire?
ai-je dit, petite, incertaine. La fille qu'elle connaissait. C'est beaucoup de mots juridiques. Bien sûr, chérie, a dit ma mère, rayonnante. Certaine d'avoir gagné. Prends tout le temps qu'il te faut. Je l'ai ramené. J'ai photographié chaque page. Et j'ai compris que j'avais maintenant entre leurs propres mains les deux moitiés de la chose. L'argent qui sortait et la clôture qu'ils avaient construite pour me tenir loin du seul terrain qui pouvait l'arrêter. Je suis resté longtemps dans ma voiture sur le parking du restaurant après ce déjeuner, tenant un chèque que je n'encaisserai jamais. Et j'ai ressenti quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Pas du triomphe. Un étrange chagrin de niveau. Parce que la renonciation réglait la dernière question que je portais silencieusement. La question d'enfant. Celle sous toutes les autres. Peut-être que c'est une erreur, avait continué de chuchoter l'enfant en moi toutes ces semaines. Peut-être qu'ils ne savent pas vraiment. Peut-être que maman n'a pas compris ce qu'elle a pris. Peut-être qu'il y a une version où ce n'est que de la négligence et qu'il t'aime et que c'est tout un malentendu qu'on pourrait arranger avec une conversation honnête. La renonciation a mis fin à ça. On ne rédige pas une clause qui nomme la charte de 2019 et son fiduciaire successeur par catégorie juridique à moins d'avoir été assis dans une pièce avec un avocat et d'avoir dit à voix haute ce que ma fille a et comment on le reprend avant qu'elle ne le découvre. Ma mère avait fait ça. Elle avait regardé ce que sa propre mère m'avait laissé. Et elle avait payé un professionnel pour l'aider à me l'arracher des mains. Et puis elle m'avait offert un déjeuner doux et avait été douce avec moi. Et avait appelé ça harmonie familiale. Alors il n'y avait pas de conversation honnête à avoir. Il n'y en avait jamais eu. C'était du chagrin, pas du triomphe. La mort de la dernière version de l'histoire où j'avais tort sur eux. Je lui ai laissé 5 minutes sur ce parking. Puis j'ai mis le chèque dans la boîte à gants, non signé. Et je suis rentré finir de construire la nuit. Plus légère de la façon terrible dont on devient plus léger quand on pose enfin un espoir con. Porté en montée depuis 30 ans. Il restait une pièce, et je ne suis pas allé la chercher. Elle m'a trouvé, de la façon dont les pires le font. J'ai proposé d'aider pour le gala. C'était presque trop facile. La famille adorait l'image de Yolanda qui s'impliquait enfin, qui était enfin utile. Et personne ne soupçonne la souris d'inspecter la maison. Pendant 3 soirs, j'ai été la plus utile que j'ai jamais été. J'ai rempli des sacs cadeaux. J'ai confirmé le traiteur. Je me suis assise à une table pliante dans le bureau de la fondation à un beau bureau. Plus beau que la charité dans le sous-sol d'église n'en verrait jamais avec le nom de ma grand-mère sur la porte vitrée et rien d'elle dans la pièce. Et j'ai été félicité, réellement félicité pour la première fois depuis des années. Tu vois, a dit ma mère à une tante au téléphone juste devant moi. Elle va tellement mieux. Elle avait juste besoin d'un endroit où se mettre. J'ai souri et j'ai plié un autre programme. Un endroit où me mettre, comme si j'étais un manteau. Ça aurait dû ressembler à une victoire, d'être utile pour eux enfin. Ça ressemblait à se tenir dans une maison que j'avais aimée enfant et à découvrir qu'elle avait été repeinte par des gens qui n'avaient jamais demandé à quoi servaient les pièces. Les diplômes de Preston au mur. Une photo encadrée de ma mère serrant la main d'un sénateur. Sur une table d'appoint, un livre glacé de photos de gala remontant à des années. Et dans chacune, la famille rayonnante et nulle part, pas une seule fois. La femme dont le nom était sur la porte. J'ai tourné les pages et je n'ai pas pu trouver ma grand-mère dans sa propre fondation. J'ai pu trouver son stylo dans la main de ma mère. 3 galas de suite. Pas la femme. Juste le stylo. Je voudrais vous dire que je ne faisais que rassembler des preuves dans ces pièces. Je le faisais. Mais je faisais aussi le deuil de quelque chose tranquillement à une table pliante pendant que des gens qui l'avaient effacé me disaient que j'allais enfin bien. 2 jours avant le gala. J'étais là après les heures à trier des cartes de nom pour les tables des donateurs, seul. Quand j'ai eu besoin d'un stylo qui fonctionne. Le tiroir du bureau de Preston n'était pas verrouillé. Il n'avait jamais pensé qu'il en avait besoin.
Personne ne lit le dossier de la souris. Personne ne pense que la souris lit. J'ai ouvert le tiroir pour un stylo et j'ai trouvé le stylo. Noir, une bande d'or usée. Encore lourd pour une main qui avait autrefois 8 ans et avait gâché 2 notes de remerciement. Apprenant à le tenir. Je l'ai soulevé. Tout mon bras s'en est souvenu avant moi. Et sous l'endroit où il avait reposé se trouvait le carnet de chèques de la fondation, ouvert. Et sur le talon du dessus, de la main penchée de mon frère, se trouvait un chèque écrit au restaurant pour le dîner d'appréciation des donateurs. Daté du 3 juillet. L'anniversaire de ma mère. La nuit du toast. Il l'avait signé avec son stylo. Et j'avais encore le reçu dans mon portefeuille, le mien. De cette même nuit où j'étais resté debout à la caisse et avais mis les 31 couverts sur ma carte. Le restaurant avait été payé 2 fois pour un seul dîner. Une fois par mois à la porte, après 30 ans d'apprentissage à avaler les choses en silence. Une fois par la charité de ma grand-mère des semaines à l'avance. Sur un chèque écrit avec son propre stylo. La charité avait été construite pour une fête que la fille humiliée avait réellement payée. Et seul leur paiement apparaîtrait jamais dans un registre habillé en bonne action. J'ai photographié le talon à côté de mon reçu. 2 paiements, une nuit. Ce n'est pas une coïncidence dont on peut se sortir en parlant. Le stylo qu'elle avait plié dans les doigts d'un enfant et dit. Celle qui écrit les lettres et celle qui dirige vraiment la chose. L'instrument qu'elle avait utilisé toute sa vie pour donner de l'argent. Mon frère l'utilisait pour signer les chèques qui le volaient. Et l'un de ces chèques avait payé pour la salle où ils avaient appris à 31 personnes à rire de moi. Je voudrais vous dire que je suis resté la fiduciaire. Je ne l'ai pas fait. Pas une minute. Je suis resté dans le bureau sombre de mon frère avec le stylo de ma grand-mère dans mon poing. Et j'ai fait un son que je n'avais pas fait depuis son enterrement. Court, laid, mordu contre le dos de ma main avant qu'il ne puisse sortir. Un souffle. C'est tout ce que je lui ai laissé. Puis j'ai fermé la main autour du stylo jusqu'à ce que la bande d'or morde ma paume et que le son redescende là où je les garde. C'était le moment où ça a cessé d'être un dossier. Je n'ai pas volé le stylo, bien que Dieu sache que je suis, comme il se trouve, le fiduciaire successeur de cette fondation. Et que j'avais tout à fait le droit d'être là où j'étais. Mais je n'allais pas leur donner le seul mot, appris, qui pouvait me transformer de la lésée en voleuse. Alors j'ai photographié le stylo dans le tiroir, le talon de chèque, la date, la signature. J'ai tout remis exactement comme ça se trouvait. J'ai refermé le tiroir. Puis je suis retourné trier les cartes de nom parce qu'il restait une chose à arranger et c'était où chacun de nous serait assis quand la salle apprendrait. Ils m'ont désinvité le lendemain matin. Ma mère par texto. Sucre sur de l'acier. À la réflexion, chérie. Le gala est une nuit tellement stressante. Tant de gens importants. On ne veut pas que tu sois submergé. Pourquoi ne pas laisser passer celle-là et on aura un dîner tranquille après? Et 1 heure plus tard, ma tante Joséphine a appelé pour me dire gentiment, confidentiellement, que la famille s'inquiétait tellement pour moi. Que Preston avait dit que j'avais agi de façon erratique, obsessionnelle. Que personne ne me blâmerait de rester à la maison. Voilà, la dernière brique posée en plein jour. Erratique. Obsessionnelle. Pas bien. L'histoire de 2 ans de construction s'était mise en position pour la nuit pour laquelle elle avait été faite. Il pensait fermer la porte. Il ne savait pas que la porte était la mienne. Un fiduciaire successeur nommé n'a pas besoin d'invitation à la fondation qu'elle contrôle. Légalement. Elle a besoin d'une raison. Et j'en avais un dossier plein. J'ai appelé Everett Callaway. J'ai la charte. Ai-je dit. J'ai les déclarations. J'ai la LLC. J'ai un chèque écrit avec son stylo. Et j'ai une renonciation qui nomme la clause de 2019 à voix haute. La ligne est restée silencieuse un moment.
Puis le vieil homme a laissé sortir un souffle qui avait été retenu, je pense, pendant très longtemps. Alors tu n'as pas besoin de moi pour te sauver, a dit Everett. Bien. Je n'aurais de toute façon pas pu. Ça n'aurait pas compté. Mais je suis fiduciaire de cette fondation. Et si tu te tiens debout dans cette salle et que tu mets l'original devant ces gens, je confirmerai en tant que dernier fiduciaire honnête que ta grand-mère a laissé derrière elle que c'est réel et que c'est en vigueur. Une pause. Elle aurait aimé que tu l'aies trouvé toi-même. Elle l'aurait vraiment. Vendredi j'ai payé leur dîner. Ai-je dit. Le 18. Je vais leur lire le sien. Table 9. A-t-il dit. Et j'ai entendu pour la première fois quelque chose qui ressemblait presque à un sourire. Je serai à la table 9. Je n'ai pas dormi la nuit d'avant, et j'ai cessé de prétendre que je le ferais. J'ai tout étalé sur ma table de cuisine à la place. De la façon dont on étale des vêtements pour un matin dont on a peur. La charte originale, page 9 marquée. 3 années de déclaration fiscale, les lignes incriminantes signalées. L'enregistrement d'état de la société de Preston, son nom imprimé clairement. Une copie de la renonciation que ma mère avait glissée de l'autre côté d'une table de déjeuner avec sa 3e clause soulignée. Des photographies d'un stylo dans un tiroir et d'un chèque le jour de l'anniversaire de ma mère. J'ai fait des copies. J'ai fait des copies. J'en ai mis un jeu dans ma voiture et un jeu dans mon sac et un jeu dans une enveloppe que je me suis envoyé à moi-même parce que c'est ce que ma grand-mère aurait appelé ceinture et bretelles. Et parce que je ne faisais pas confiance à la nuit pour ne pas essayer d'avaler le papier. J'ai appelé Loretta et confirmé qu'elle venait et ce qu'elle apporterait. Je ne lui ai pas dit quoi. Certaines choses, on ne les scénarise pas. On s'assure juste que la bonne personne est dans la salle. Le matin, je me suis habillé lentement. Pas de bijoux. Une robe sombre simple, le genre qu'on porte quand on ne veut pas qu'on vous regarde. Ce qui est exactement le mauvais instinct et exactement le mien. Mes mains tremblaient en faisant la fermeture. Je veux être honnête à ce sujet. J'avais lu le papier 100 fois et je connaissais chaque chiffre par cœur et mes mains tremblaient. Encore parce que savoir qu'on a raison n'est pas la même chose que savoir qu'on est en sécurité. Et j'avais passé 33 ans à apprendre la différence dans cette famille. Je suis allé au centre-ville avec le dossier sur le siège passager comme une personne. J'ai garé. Je suis resté un moment avec le moteur qui refroidissait. Puis j'ai pris la charte de ma grand-mère et je suis entré. Le gala se tenait dans une salle de bal d'hôtel avec un plafond comme l'intérieur d'un gâteau de mariage. 40 invités à peu près, des donateurs, quelques membres du conseil. Des cousins et des smokings de location, les tantes, un trio à cordes. Un écran à l'avant avec le logo de la fondation qui tournait lentement, et en dessous un pupitre. Et à côté du pupitre, une petite table où je savais d'après l'ordre du jour que le conseil voterait après le dessert. Je suis entré en robe sombre simple, sans bijoux, un dossier de cuir sous le bras. Ma mère m'a vu de l'autre côté de la salle et son visage a fait une chose que je garderai pour le reste de ma vie. Le sourire arrivant une demi-seconde trop tard, les yeux faisant de l'arithmétique. Elle m'avait désinvité. Et me voilà, calme, tenant un dossier, et elle ne pouvait pas, dans une salle pleine de donateurs, faire une scène à propos d'une fille qui était simplement venue au gala de charité de sa famille. Yolanda. Elle m'a rejointe vite, à voix basse, une main légère sur mon bras, la prise pas légère du tout. On était d'accord pour que tu te reposes ce soir. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Ai-je dit. C'est vraiment la nuit de grand-mère. Quelque chose a traversé son visage à « grand-mère ». Elle s'est reprise. Assieds-toi au fond. A-t-elle dit. Et laisse les adultes travailler. Et elle s'est éloignée pour être rayonnante auprès d'un homme avec un carnet de chèques. Et je suis allé m'asseoir, non pas au fond,
à une table près de l'avant. À côté d'une chaise vide que j'avais arrangée, et de l'autre côté de la salle, à la table 9. Un vieil homme en costume gris a levé son verre d'eau d'un demi-centimètre dans ma direction et l'a reposé. Preston a pris le pupitre après que les assiettes aient été débarrassées. Il était bon à ça. Je lui accorde ça. Le charme de la famille courait vrai en lui, facile et chaleureux et complètement creux. Il a remercié les donateurs. Il a parlé d'héritage. Il a dit le mot « grand-mère » 2 fois, les 2 fois comme décor. Et puis il est arrivé au point, lisse comme un homme qui descend d'un trottoir. Il l'avait fait 100 fois. Ce soir, a dit Preston. Le conseil prendra une petite mais importante mesure pour porter la vision de Winifred dans le futur. Nous voterons pour moderniser la façon dont la fondation est structurée. Rationaliser notre gouvernance. Consolider nos actifs dans un véhicule plus flexible afin de pouvoir faire plus de bien plus vite. Pour les années à venir. Une pause chaleureuse. C'est ce qu'elle aurait voulu. C'est ce que nous lui devons. C'était le mensonge. Livré proprement et la salle a fait le doux son d'approbation que font les salles quand un bel homme dit héritage. Ma mère à la table de devant hochait la tête comme une femme qu'on complimente. Je me suis levé. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai jamais une seule fois gagné quoi que ce soit en élevant la voix. Et je n'allais pas commencer la seule nuit où ça comptait. Je me suis juste levé près de l'avant dans ma robe sombre simple et j'ai ouvert le dossier aidant. Le petit silence, j'ai dit clairement. Avant que le conseil vote pour consolider une fondation. Il devrait probablement lire le document qui dit qu'il la contrôle. 40 visages se sont tournés. Le sourire de Preston a tenu. Ses yeux non. Yolanda? A-t-il dit? Indulgent pour la salle. C'est une affaire de conseil. Ça l'est. Ai-je dit. C'est pourquoi j'ai apporté quelque chose au conseil. J'ai soulevé la première page. C'est la charte originale de la Fondation familiale Ashford. Déposée auprès de l'État au printemps 2019. Signée par Winifred Ashford 6 semaines avant sa mort. J'ai tenu ça pour que les tables de devant puissent voir la main, l'encre. La signature usée et confiante. Elle a une clause de succession, page 9. Elle dit que 7 ans après sa mort, l'autorité exclusive de fiduciaire sur cette fondation passe à un unique successeur nommé. J'ai laissé le silence s'étirer un temps. Ma mère était devenue très immobile à l'avant. Elle savait ce que disait la page 9. Elle avait construit 2 ans autour. Le nom, ai-je dit, est le mien. Cette autorité a pris effet ce mars passé. Ce qui signifie que le conseil ne peut rien restructurer ce soir parce qu'il y a 4 mois. La personne que la charte met en charge de cette fondation se tient devant vous et elle n'a pas été consultée. Le déni est venu de 2 directions à la fois. De la façon dont il l'avait toujours fait. Ce n'est pas elle n'est pas bien, a dit ma mère en se levant. Se tournant vers la salle les paumes ouvertes, chaleureuse, blessée. Je suis tellement désolé. Tout le monde. C'est une affaire de famille. Yolanda a du mal. Nous nous sommes tous tellement inquiétés. Les mots exacts qu'elle avait semés à travers Joséphine. Déployés maintenant devant le jury qu'elle avait passé 2 ans à constituer. Et Preston par-dessus. Plus ferme. Tendant la main vers un papier à lui. Cette clause a été remplacée. Le Conseil a modifié la structure de gouvernance par résolution. Tout est correctement documenté. Ce que ma sœur a. C'est périmé. Et franchement, c'est exactement le genre de confusion dont nous nous inquiétions. Voilà. Remplacé. Une résolution. C'est documenté. Il l'a dit avec une confiance totale parce que toute la confiance de la famille avait toujours reposé sur le même pari, que personne ne lirait jamais réellement le papier.
J'avais lu le papier. Alors regardons ce qui est documenté, ai-je dit, et j'ai ouvert le dossier grand. Et j'ai commencé à distribuer des pages aux tables de devant. À un membre du conseil aux cheveux argentés que je ne connaissais que comme Monsieur Aninsley. À une grande donatrice nommée Madame Delca. Dont la fondation mon propre employeur avait autrefois courtisé, au cousin. À quiconque avait une main. Ce sont les déclarations fiscales de la fondation, documents publics. Les 3 années les plus récentes. Vous pouvez les tirer vous-même ce soir sur vos téléphones tout. De suite. Fondation familiale Ashford, le 990 EPF. C'est gratuit. C'est en ligne. J'attendrai. Quelques-uns d'entre eux, Dieu bénisse les riches et leurs suspicions, ont réellement sorti leur téléphone. Page 1. Ai-je dit. Combien cette fondation a donné à la vraie charité l'année dernière? C'est un petit chiffre. Maintenant regardez ce qu'elle a payé en frais de gestion et de conseil à une société. Cette société est enregistrée auprès de l'État. Je l'ai cherché. Vous pouvez aussi. Son propriétaire, le seul être humain derrière, est Preston Ashford. Je n'ai pas regardé mon frère. J'ai regardé Madame Delca. Qui avait arrêté de faire défiler. La fondation paie la société. La société paie mon frère. En plus de son salaire de directeur exécutif, qui est aussi sur cette page. La température de la salle changeait. On pouvait le sentir de la façon dont on sent le temps. Et cette ligne, ai-je dit en soulevant la dernière page. Celle que j'avais lue 4 fois avant qu'elle n'entre. Est ma préférée. Événement de cultivation et d'appréciation des donateurs. Chaque juillet. Le même montant. Chaque année. Au même restaurant. La taille d'un très bon dîner pour environ 30 personnes. Maintenant j'ai regardé ma mère. C'est votre dîner d'anniversaire. Chaque année. La famille a facturé votre fête d'anniversaire à la charité de grand-mère. Y compris cette année. Y. Compris le 3 juillet. La nuit où certains d'entre vous étaient là. La nuit où on m'a demandé de me lever et d'annoncer mon salaire pour que tout le monde puisse rire. Ma voix n'a pas tremblé. C'est une compétence. La charité a payé pour cette salle. Vous avez ri avec l'argent de Winifred. Silence. Pas le genre poli. Le genre qui a un sol qui s'effondre dessous. Preston s'est repris le premier parce que Preston devait toujours faire quelque chose. La résolution? A-t-il commencé? Montrez-leur. Ai-je dit. Juste ça. Vous avez dit que le Conseil avait passé une résolution qui remplaçait la charte. Une vraie résolution est enregistrée. Elle apparaît dans les procès-verbaux. Dans les déclarations. Sur le retour sous gouvernance. J'ai lu 3 années de déclaration de cette fondation, Preston. Ligne par ligne. Il n'y a pas une telle résolution. Il n'y a aucune trace d'aucun vote du Conseil. Modifiant la succession parce qu'il n'y en a pas eu. Parce que vous la gardiez pour ce soir. J'ai tenu son regard pour la première fois. Alors montrez-leur. Donnez à M. Aninsley le document. Donnez-lui la date. Mon frère a ouvert la bouche. Et voilà. La chose que j'avais attendu 33 ans de voir et que je n'ai pas appréciée de la façon dont j'avais pensé que je le ferais. Il a tendu la main vers une date, un chiffre, un papier, n'importe quoi. Et sa main n'a rien trouvé, et sa bouche s'est fermée. Il a regardé notre mère, pas la salle, elle. La main cherchant la stratège pour le prochain coup. Et la stratège était devenue grise et silencieuse à l'avant de la salle, ses paumes plus ouvertes. L'une d'elles à plat sur la nappe de la façon dont les miennes avaient été à plat sur la nappe d'eux.
Semaine plus tôt. Et elle n'a rien dit du tout parce qu'il n'y avait rien à dire qu'une déclaration fiscale publique ne contredirait pas immédiatement. Dans ce silence, une vieille voix. Sans hâte. De la table 9. Everett Callaway s'est levé. Il a boutonné sa veste grise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, a-t-il dit. Je m'appelle Everett Callaway. Je suis expert comptable agréé, à la retraite. Et j'ai été fiduciaire de cette fondation depuis que Winifred Ashford l'a créée. J'ai servi avec elle parce que je lui faisais confiance et parce qu'elle m'a demandé de m'assurer d'une chose après qu'elle soit partie. Il m'a regardé. Puis la salle. Je peux confirmer en tant que fiduciaire survivant de cette fondation que la charte que cette jeune femme tient est le document de gouvernance authentique et opératoire. Il n'y a eu aucun amendement valide à sa clause de succession. Tout ce qu'elle vous a dit est vrai. Et chaque chiffre est un que vous pouvez vérifier vous-même avant de finir votre café. Il a marqué une pause. Je suis venu au dîner de juillet de cette famille. 4 années de suite. Attendant le jour où quelqu'un lirait enfin la page 9. Mademoiselle Ashford l'a lu. Il s'est rassis. Le reste est de l'arithmétique. Il y avait une dernière chose que j'avais arrangée, et je n'en ai parlé à personne. Et ce n'était pas de l'arithmétique du tout. À une table près du fond, une femme en cardigan couleur œuf de merle s'est levée. Elle était venue dans ses beaux vêtements, qui n'étaient pas des vêtements de gala. Et elle s'en fichait, et elle tenait un dossier doux comme du tissu contre sa poitrine. Je m'appelle Loretta Boone, a-t-elle dit. Et sa voix portait de la façon dont porte celle d'une institutrice sans jamais être élevée. Je dirige un programme après l'école dans un sous-sol d'église dans l'Est. 30 enfants depuis 20 ans. Cette fondation m'a aidé à garder les lumières allumées et les enfants dans les livres. Elle a soulevé le dossier. Winifred Ashford m'écrivait une lettre chaque année de sa main et demandait des nouvelles de mes enfants par leur nom. J'ai tout gardé. Elle a regardé lentement autour de la belle salle. Le trio à cordes et le logo qui tournait et les gens en smoking. Ce printemps, pour la première fois en 20 ans, je n'ai reçu ni lettre, ni chèque, ni formulaire, ni rien du tout. J'ai lu ce soir que vous avez dépensé cet argent pour des dîners. Elle a posé le dossier sur sa table doucement. De la façon dont on pose quelque chose qui a du poids. J'ai juste pensé que quelqu'un dans cette salle devrait devoir regarder ce que les lettres disaient autrefois à côté de ce que vous en avez fait. Personne n'a ri. Personne du tout. Une famille qui avait construit toute sa cruauté sur le rire confortable. Et il n'y avait plus un seul son dans cette salle de bal maintenant. Sauf une femme en cardigan qui se rasseyait. C'est le moment que je garderai. Pas le visage de ma mère. Pas le silence de mon frère. Une institutrice de sous-sol d'église dans ses beaux vêtements forçant 40 gens riches à rester. Immobile avec un dossier de lettres d'une femme morte. Madame Delca a posé son téléphone. Elle avait, j'ai compris, fini de vérifier. Elle a regardé ma mère un long moment et puis elle a détourné le regard. Ce qui chez des gens comme elle est la chose la plus bruyante qui soit. 2 tables plus loin, mon cousin Roland me fixait. Roland, qui m'avait dit au téléphone gentiment que tout le monde savait un peu pour mes histoires d'argent. Que je devrais les laisser m'aider. Il avait son propre téléphone dans la main. Il avait tiré la déclaration aussi. Je l'ai regardé la lire. Je l'ai regardé mettre toute ma vie à côté de l'histoire qu'on lui avait donnée et voir enfin laquelle avait les reçus. Il n'a rien dit. Il m'a juste regardé de 2 tables avec un visage que je ne lui avais jamais vu et a murmuré. Je crois que je suis désolé. Et ça a atterri quelque part que je ne savais pas être encore ouvert. C'est la violence silencieuse d'une chose comme ça. Ce n'est pas seulement les coupables qui doivent rester assis là. C'est tout le monde qui a répété l'histoire de bonne foi.
apprenant en une mauvaise minute exactement ce que valait leur confiance pour les gens qu'il avait chargés. Autour de cette salle, un par un. J'ai regardé des parents faire l'arithmétique qu'Everett avait promise. Pas l'argent. L'autre genre. Le genre où on réalise que la personne qu'on s'était tous mis d'accord pour plaindre disait la vérité dans la seule langue que personne ne s'était donné la peine de lire. M. En lait. Le membre du conseil s'est éclairci la gorge dans les décombres. Je pense, a-t-il dit avec prudence, que nous ne voterons sur aucune restructuration ce soir. Je pense que ce conseil va retenir un conseil indépendant et un auditeur extérieur avec effet immédiat. Et je pense, Preston, que vous ne devriez rien signer au nom de cette fondation jusqu'à ce qu'ils aient terminé. Il a posé la déclaration fiscale face contre la table doucement. De la façon dont on couvre quelque chose qu'on ne veut plus regarder. Ma mère a essayé une dernière fois. Je lui accorde ça. Elle ne descend pas sans tendre la main vers le volant. C'est un malentendu, a-t-elle dit à la salle? Au donateur. Sa voix trouvant son registre public chaleureux même maintenant. Yolanda a toujours été, elle ne comprend pas comment fonctionnent les fondations. Rien de tout ça n'est ce que ça a l'air. Si tout le monde voulait juste. Et elle a cherché les visages qui avaient ri à son dîner d'anniversaire. Les 31. Les confortables. Ceux qu'elle avait passé 2 ans à enseigner quoi penser de moi. Et les visages n'étaient pas là. Oh, les gens étaient là. Mais la chose qui avait vécu en eux, l'accord facile. La connaissance partagée de qui était la cible. Était sortie de la salle comme la chaleur d'une fenêtre. Et elle s'est tenue dans le froid de son départ, et a entendu, pour la première fois de sa vie. Une salle refusait de la suivre. Personne n'a hoché la tête. Personne ne l'a aidé à finir la phrase. Quelqu'un à une table éloignée a tranquillement pris son manteau. Elle n'a pas pleuré. Ce n'est pas une femme qui pleure. C'est une femme qui calcule. Et je l'ai regardé faire le dernier calcul et arriver à rien. Pas de carte. Pas de coup. Pas de jury. Et devenir silencieuse avec l'immobilité particulière d'une personne qui vient de comprendre que le sol sur lequel elle se tenait n'avait jamais vraiment été là. Preston avait déjà cessé de regarder qui que ce soit. Il fixait la déclaration fiscale sur la table, face contre. Comme s'il pouvait la lire à travers le papier. Personne n'a crié. Personne n'a avoué. Ma mère ne s'est pas effondrée dans un accès d'auto-justification. Et mon frère n'a pas pleuré un monologue s'expliquant. Ce n'est pas comme ça que ça se passe quand ça se passe pour de vrai. Ça se passe comme une salle pleine de gens chers décidant tranquillement tous en même temps qu'ils n'étaient jamais vraiment vos amis. Ça se passe comme une femme qui a passé 30 ans à être certaine. Debout à un pupitre qu'elle ne peut plus utiliser. Apprenant ce que coûte le silence quand on a dépensé tout son crédit à acheter des rires. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors vous savez déjà que cette prochaine partie n'est pas vraiment à propos d'eux. Alors faites une chose pour moi avant la fin. Si vous avez jamais dû devenir votre propre témoin, mettez un mot dans les commentaires pour la personne pour qui vous l'avez fait. La mienne était une femme qui a appris à une enfant de 8 ans à tenir un stylo. La vôtre sait qui elle est. Parce qu'il restait une chose à faire et ce n'était pas à eux. C'était pour elle. La paperasse a pris quelques jours. Les nouveaux avocats du conseil étaient minutieux et froids et reconnaissants. Il y aurait un audit. Il y aurait avec le temps pire qu'un audit pour la société au nom de mon frère et les honoraires de conseil au nom de ma mère. Je ne suis pas resté pour regarder cette partie. Je n'ai jamais eu beaucoup d'appétit pour la chute. C'était le fait de se tenir debout dont j'avais eu besoin. Le lundi suivant, je me suis assise dans la salle de conférence d'un avocat. Et j'ai formellement accepté ce que ma grand-mère m'avait laissé. Il y avait un document à signer, une acceptation de fiduciaire, simple, 2 pages. Mon nom imprimé en bas avec une ligne au-dessus qui attendait.
Everett était là. Il a posé quelque chose sur la table devant moi sans un mot. Noir, une bande d'or usée, le stylo. Il était dans le bureau de ton frère. A-t-il dit. C'est la propriété de la fondation. C'est à toi maintenant. Avec tout le reste. J'ai pensé que tu devrais être celle qui le remet en service. Je l'ai débouché. Tout mon bras s'en est souvenu. Encore lourd pour une main qui avait autrefois gâché 2 notes de remerciement et gardé la phrase. Quand même. Je n'ai pas signé tout de suite. Je suis resté avec le stylo et je me suis permis de ressentir la chose que j'avais refusé de ressentir sur mon carrelage de cuisine 2 semaines plus tôt, la chose sous toute l'arithmétique. Toute ma vie, j'avais cru que personne dans cette famille ne m'avait jamais vraiment regardé et trouvé quelque chose qui valait la peine d'être gardée. Que j'étais le surplus, celle qu'on arrondit à la baisse. J'avais construit une vie tranquille et soigneuse à ne pas avoir besoin d'être choisi parce que avoir besoin n'avait jamais une seule fois été sûr. Et elle m'avait choisi il y a 7 ans de sa propre main. Avant que je sois courageuse. Avant que j'y croie. Avant que je puisse l'avoir mérité d'une façon que j'aurais reconnue. Elle s'était assise dans son bureau qui sentait le papier et le café froid. Et elle avait regardé l'enfant qui gâchait les notes de remerciement. Et elle avait su laquelle d'entre nous le pensait. Elle avait écrit mon nom et l'avait mis sur une minuterie et avait fait confiance à un homme silencieux à une table du coin pour veiller jusqu'à ce que ça se déclenche. Elle m'avait vu tout le temps quand je ne pouvais pas me voir moi-même. J'ai signé mon nom avec son stylo. De la façon dont elle m'avait appris. Avec tout le bras. Je dirige la fondation maintenant. La première chose que j'ai faite a été de réduire les honoraires de conseil et la société de gestion. Et les dîners de juillet à rien et de ramener l'argent vers les salles pour lesquelles il avait toujours été destiné. Le genre de choses après l'école. Les lettres qui le pensent. J'en écris beaucoup moi-même. Je suis bonne à ça. Celle qui écrit les lettres, disait-elle, est celle qui dirige vraiment la chose. Tout le monde d'autre ne fait que signer. Ma mère et moi ne parlons pas beaucoup. Je ne lui ai pas crié dessus à la fin ni au début ni nulle part entre les deux. Je lui ai envoyé une seule lettre de ma propre main. Et elle disait seulement que je savais ce qu'elle avait construit et pourquoi. Et que je ne passerais pas le reste de ma vie à être la preuve d'une histoire qu'elle avait inventée. Puis j'ai posé le stylo, et j'ai laissé le silence être le mien pour une fois au lieu du leur. Everett m'emmène encore parfois déjeuner près de l'eau. Il ralentit. Il m'a dit la semaine dernière qu'il pouvait enfin cesser de venir au restaurant en juillet. Et il a ri. Un petit rire sec. Et j'ai compris que c'était le son d'un homme posant quelque chose qu'il avait porté pendant 4 ans parce qu'une femme qu'il respectait lui avait demandé de le faire. Je garde le stylo sur mon bureau, bouché, à côté des lettres auxquelles il faut répondre. Certaines nuits, je pense à la fille à cette table d'anniversaire debout, les remerciant. Payant discrètement l'addition. Tout le monde dans cette salle pensait regarder une femme qu'on mettait à sa place. Ils regardaient une femme à qui on disait enfin exactement ce qu'elle valait. Ils avaient juste le chiffre à l'envers. On a arrondi à la hausse.